euh, voilà, sur la chaîne YouTube du PC Forest. Allez, eh bien, bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Johannes Guillemot, je travaille au CIRAD à l'UMR EcoSL et donc je co-anime la tâche 3 modélisation du PC2 pour assister un petit peu Eric et Marielle dans la tâche de la co-construction là, du moment. Alors voilà, on a pensé vous faire une petite présentation très rapide. Je vais partager mon écran si j'en ai maintenant la possibilité. Voilà, petite présentation pour mettre en place, rappeler le contexte, donner quelques éléments de synthèse du screening des déclarations d'intention qu'on a pu faire dans les derniers jours, et puis peut-être lancer la discussion sur, voilà, sur quelques points saillants, et puis certainement que vous en aurez également beaucoup d'autres à discuter, quoi. Alors, le contexte. Donc, d'abord pour rappeler bon, vous devez le savoir, hein, les sites intéressants, les webinaires présents sur YouTube qu'on peut tous aller reconsulter. Toutes les informations sur le site web du PEPR Forest qui a été ouvert depuis quelques jours, quelques semaines, et le forum de discussion Mattermost. Voilà. En ce qui concerne le contexte, donc c'est une démarche de co-construction qui, en tout cas pour ma part, est pas tellement habituelle. Donc on a un peu discuté comme ça avec Eric, ce serait intéressant peut-être de replacer ça dans le contexte plus général de la construction du PC2. Donc la construction PC2, elle vise quand même à soutenir des actions qui sont structurantes pour notre communauté de modélisateurs. Et donc, elle va favoriser les actions qui créent du lien inédit au sein de notre communauté, quoi, entre les unités, entre les disciplines, etc. Et elle va évidemment centrer son action autour du cadre du multirisque. Et en fait, le multirisque, moi, j'ai presque l'impression que même l'approche risque tout court, c'est un peu une problématique émergente, en tout cas pour pas mal d'entre nous. Et donc, cette approche multirisque, elle n'est pas spécialement d'emblée présente dans toutes nos déclarations d'intention et dans toutes nos recherches. Peut-être même loin de là. Et c'est ça qui fait l'intérêt, c'est que en fait le PC2 et en particulier cette tâche modélisation, elle pourrait avoir comme objectif de rapprocher les collègues modélisateurs dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, même si ça disqualifie pas du tout les déclarations d'intention qui étaient monorisques ou même qui n'étaient pas directement liées avec la notion de risque, c'est plutôt chacun se mettre dans une démarche un petit peu ouverte pour réaliser les ajustements, les regroupements nécessaires pour se mettre un petit peu en ordre de marche dans ce cadre-là, dans ce cadre qui est proposé dans le PC2. Voilà. Alors voilà, du coup, ben, chaque PC a son propre planning qui est disponible aussi sur le site internet. Et pour notre part, les discussions sur les tâches 1 et 5 vont suivre avant une discussion interne pour caler les relations entre PC le 6 juillet au matin. Alors bien sûr, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, hein. Donc les objectifs de la tâche 3. Donc ça vient du document cadre. C'est juste pour un petit rappel qui permet de cadrer justement les discussions. Donc l'objectif général, c'est d'utiliser une approche pluridisciplinaire pour faire progresser la modélisation des relations entre les risques et des couplages de modèles en combinant des modèles stochastiques, empiriques et mécanistes. On se concentre sur l'intégration des incertitudes associées à chaque composante du risque en quantifiant éventuellement la propagation le long de la chaîne de calcul. Et cette approche tient compte des mécanismes dynamiques et des rétroactions entre les composants du risque, donc les aléas, la vulnérabilité et l'exposition, les enjeux. Et donc, des efforts particuliers seront déployés pour comprendre les mécanismes et les interactions impliquées dans la résilience des socio-écosystèmes forestiers et des services écosystémiques en réponse aux aléas multiples. Voilà, donc c'est un peu des mots-clés qu'on va manipuler, je pense, aujourd'hui. Et donc, le cadre, il est comme ça, hein. Donc, quelque part, on a le cadre qu'on se propose d'utiliser pour intégrer nos efforts, comprend les multi-aléas, multi-exposition, multi-enjeux, multi-vulnérabilité, qui définissent un petit peu, qui sont les déterminants des risques multiples. Et notre tâche 3 modélisation englobe ce cadre, avec toutes les boucles de rétroaction qu'elle peut contenir, quoi. Et cette tâche 3 est bien sûr intimement liée avec d'autres efforts, en particulier au sein de ce PEPR, de ce PC, mais pas que. Donc il va être irrigué par les scénarios de transition du PC4 qui vont venir contraindre nos simulations.
Il va être basé évidemment sur des données. Donc, on imagine en particulier qu'ils vont émaner des living labs, des zones ateliers, mais pas que, et c'est justement un point à discuter. Et donc ça va constituer tout l'enjeu de discuter le lien entre la tâche 3, modélisation, et la tâche 2 du PC2, qui est plutôt basée sur les données, le suivi. Et enfin, cette tâche 3 de modélisation, elle a pour but explicite la compréhension et la prédiction de la résilience des socio-écosystèmes forestiers au multirisque, avec tout ce que ça comporte d'aide à la décision, d'évaluation des compromis entre performance, résilience, etc. D'autres délivrables qui sont présents dans le document cadre, c'est une plateforme permettant aux différents acteurs d'accéder aux différents outils, donc en lien avec la tâche 5 sur les solutions, j'aurai l'occasion d'y revenir, et les couplages de modèles pour l'étude des risques multiples sur la plateforme CAP6. En particulier, la plateforme CAP6 est mentionnée. Donc ça, c'est un petit peu l'effet structurant du PC pour la communauté. Il va falloir qu'on puisse interagir de manière privilégiée sur certaines plateformes de modélisation. Évidemment, la plateforme CAP6 en est une, et ce sera certainement un des sujets de discussion d'aujourd'hui, quoi. Alors, l'objectif de cet atelier, présenter quelques éléments de synthèse très rapides, je vais le faire maintenant, clarifier, discuter les thématiques et les approches qui vont structurer la tâche 3, toujours dans cette idée de faire remonter vos envies, vos idées dans la démarche de co-construction, et définir des sous-tâches. Peut-être qu'on ne le fera pas complètement aujourd'hui, mais en tout cas dans l'idée, c'est vraiment se mettre d'accord sur répartir, diviser cette tâche 3 modélisation en sous-tâches, en groupes un peu cohérents, pour continuer le travail de construction, de consolidation. OK? Je vois pas s'il y a des dans le chat ou quoi. Peut-être tu me dis, Eric, hein, si jamais il y a des gens qui. Ouais, je surveille. Pour le moment, c'est calme, mais Parfait. ça va bouger, t'inquiète pas. Ouais, ouais, ça monte en puissance. Alors, donc j'arrive sur les petits éléments de synthèse là qu'on avait préparés. Donc il y a eu 75 expressions d'intérêt pour le PC2. Et donc les tâches 2, données suivies, et la tâche 3, modélisation, ont été les plus concernées avec, en ce qui nous concerne, 34 expressions d'intérêt. Alors sur ces 34 expressions d'intérêt, il y en a 16 qui ont affiché la composante modélisation comme principale, et 18 autres qui se sont affichés sur plusieurs tâches. Et donc la tâche 3 est une des tâches à laquelle ils se sont rattachés. Et en fait, on voit bien que la tâche 3, lorsque ces expressions d'intérêt se sont mis sous l'égide de plusieurs tâches, et ben la tâche 3 a été de manière prédominante reliée à la tâche 2. Bien sûr, le lien extrêmement fort entre modélisation et la mesure, le suivi. Voilà, quelque chose d'assez naturel, mais en fait, pas que. En particulier, on a un certain nombre d'expressions d'intérêt qui ont proposé de relier ce cadre de modélisation avec l'élaboration de concepts et de nouvelles méthodes dans le cadre du multirisque, ou bien sûr, il y a aussi des collègues qui ont proposé des cas de modélisation intégrant des sciences sociales ou des sciences économiques, avec donc un lien étroit avec la tâche 4, perception des acteurs. Et puisque en fait notre délivrable un petit peu appliqué, c'est d'être utile pour les praticiens, les gestionnaires, les acteurs, évidemment des liens également avec la tâche 5 solutions. Donc voilà, on est un petit peu dans ce cadre-là. Alors, des ventilations très rapides. Alors, bien sûr, moi, en fait, j'ai compté les expressions d'intérêt, quoi. Donc, c'est un petit peu le même biais que quand on compte les études au lieu de faire une méta-analyse. La taille de l'effet, elle est mal quantifiée parce qu'en fait, les expressions d'intérêt, parfois, elles représentent une personne seule, et parfois, elles émanent d'un consortium qui travaille déjà ensemble depuis longtemps et qui fait remonter un projet abouti. Donc, il ne faut pas le prendre, il faut vraiment l'interpréter avec des pincettes. Mais en tout cas, en termes de nombre, les attaques biotiques ont été citées de manière prépondérante dans vos expressions d'intérêt, suivies de plus ou moins près par la sécheresse et les incendies. Ensuite, quelques expressions ont cité les tempêtes. Quelques expressions ont cité les exploitations. Donc, c'est-à-dire qu'on n'était pas que sur les aléas naturels, on était également sur des aléas qui étaient liés à la gestion, en particulier la gestion intensive, les coupes rases, le tassement du sol, etc. Et une expression à mentionner, vague de chaleur, conjointement avec la sécheresse. Alors, on peut remarquer que moins d'un tiers des expressions d'intérêt font explicitement référence au cadre conceptuel classique du risque, aléa, exposition, enjeu, vulnérabilité. Alors, ça ne veut pas du tout dire que
il n'y est pas lié plus ou moins intimement, c'est-à-dire que les mots qu'on utilise dans ce cadre-là n'ont pas été employés. Voilà. Donc je reviens à peut-être justement la contribution de ce PC sur structurer la communauté autour de ce cadre-là qui pourrait avoir un effet un petit peu fédérateur. En particulier, il n'y a aucune expression d'intérêt qui a explicitement mentionné les relations entre les aléas multiples, donc les rapports de déclenchement, de cascade, d'amplification, les, comme ça. Alors, les événements, les aléas combinés, même si le mot peut-être n'a pas été cité, il y a quand même beaucoup, bien sûr, d'expressions qui s'y rapportent, hein. Donc voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, ça veut dire que peut-être il y a matière à se réunir sous ce cadre-là, quoi, plutôt. Et alors, en ce qui concerne le centrage sur les risques multiples ou pas, en fonction des expressions d'intérêt, alors c'est hautement subjectif parce que c'est moi qui les ai passés en revue et puis qui est un petit peu ventilé comme ça. J'ai trouvé qu'il y en avait 12 qui étaient explicitement centrés sur les risques multiples, avec plus ou moins de détails. Il y en avait 7 qui disaient vouloir se centrer sur un aléa, mais qui faisaient explicitement référence à la nécessité de l'intégrer dans un cadre multiple. Il y en a 2 qui étaient plutôt, à mon sens, mono-risque, qui étaient centrés sur un risque. Et il y en a 13 qui étaient, je crois, à préciser. C'est-à-dire que je ne trouvais pas dans les expressions d'intérêt j'étais pas sûr de là où l'expression se situait, quoi. Voilà. Donc, à clarifier dans la suite et dans les échanges, bien sûr. Lorsque les expressions d'intérêt indiquent s'intéresser aux interactions entre risques et qu'elles les mentionnaient explicitement, il y avait beaucoup, en fait, de manière prédominante, c'était plutôt sur les effets conjoints ou combinés de sécheresse et attaques biotiques, le cas par exemple emblématique des scolides sur l'épicéa, ou sécheresse-incendie, avec aussi le lien direct qu'on connaît, quoi. Ok, alors peut-être un autre point un petit peu intéressant, c'est que en fait la grande majorité de nos expressions d'intérêt avaient comme objet d'étude la forêt et pas tellement le socio-écosystème forestier. C'est-à-dire on a beaucoup de collègues qui ont fait remonter des expressions d'intérêt qui s'intéressaient au mécanisme et au fonctionnement de la forêt, et il y a 6 expressions d'intérêt qui intégraient également, bien sûr, la forêt, mais également les effets du risque ou le risque exercé sur la filière, le comportement, les acteurs, l'économie, la qualité du bois manufacturé, tout ce qui est sorti de forêt aval, quoi. Voilà. Donc, en fait, les sciences économiques et sociales sont un peu sous-représentées en nombre, encore une fois, en nombre d'expressions d'intérêt. Alors, très rapidement, une liste à la Prévert des modèles qui ont été proposés dans les expressions d'intérêt. Je trouvais que c'était intéressant parce que ça montre quand même une très grande diversité d'outils, me semble-t-il. Modélisation graphique qualitative, modélisation statistique, machine learning, fonction de transfert. Alors, divers modèles de fonctionnement de la forêt, qui soient basés sur les processus écophysiologiques, sur la démographie, ou des modèles de croissance. Des jeux sous forme normale qui décrivent les interactions entre acteurs, basés sur la théorie des jeux, modèle de dynamique évolutive forestière, modèle de niche, modèle à base d'agents, modèle bioéconomique, analyse multicritères, multi-acteurs et cartographie. Juste pour vous donner un sens, que en fait, les expressions d'intérêt qu'on a reçues ont démontré la grande diversité des outils qui sont déjà utilisés dans notre communauté de modélisateurs, et pas mal de propositions de couplage. Donc, intéressant. Alors, pour quels objectifs? Informer des décisions multicritères via une évaluation des risques, comparer les modèles pour en quantifier l'incertitude pour les projections, par exemple, multirisques, améliorer les modèles pour prédire un risque en fonction des propriétés de l'arbre, de la forêt, ces propriétés pouvant déterminer la vulnérabilité, par exemple. On peut penser aux effets de la gestion, aux effets de la diversité inter ou intra spécifique. Modéliser l'impact d'aléas multiples sur le fonctionnement et les services fournis par la forêt. Fournir un outil d'aide à la planification territoriale opérationnelle, et introduire l'analyse multirisque dans les modèles de projection, donc scénario climatique, d'aménagement de la forêt, dont des alternatives pour prévenir ou atténuer les risques multiples. Voilà. Certains qui se recoupent un peu, mais vous voyez des objectifs un petit peu complémentaires et divers, quoi. Alors, je continue un tout petit peu ma liste. Ce que j'ai fait là, c'était, en fait, j'ai essayé de prendre certaines expressions d'intérêt, je les ai mis, donc il y a le titre et puis l'auteur. C'est vraiment plus pour pas rester complètement, c'est un peu pour incarner les propositions. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, ça veut dire que c'est pas les seuls, parce que si ça constitue une catégorie, c'est que c'était un petit peu représentatif de ce qu'on a reçu, mais ça permet de se faire une idée. Voilà. Donc, les expressions d'intérêt ont différentes approches vis-à-vis du cadre conceptuel du risque. L'un, c'est l'étude de l'effet d'un ou plusieurs aléas sur la performance ou la résilience, ou les deux, des forêts et des socio-écosystèmes. Ça, en fait, il y a beaucoup d'expressions d'intérêt qui étaient un petit peu dans cette approche-là. Par exemple,
Nicolas Martin, qui veut faire une modélisation mécaniste du stress hydrique des arbres et du risque incendie. Ben voilà, il veut améliorer la représentation d'un aléa sur la performance et la résilience des forêts. Dans un autre registre, il y a Nathalie Korbulewski qui veut évaluer le risque de perte de fertilité des sols. Donc là, ce n'est pas un aléa naturel, c'est un aléa lié à la gestion, lors de coupes intensives. Bon. Ou, alors, Baudry, parfois j'utilise le nom, je suis désolé quand je ne connais pas le prénom, c'est un peu abrupt, qui veut intégrer les connaissances, les modèles et les données à l'aide d'outils d'intelligence artificielle pour mieux appréhender les risques dans les socio-écosystèmes forestiers. Alors là, voilà, c'était un exemple que j'ai pris qui intègre également les composantes économiques et sociales. Voilà, donc ça, c'est une approche. Après, il y a une autre approche qui propose une étude conjointe des aléas et des boucles de rétroaction entre aléas et résilience des forêts sur le temps long. Une approche de modélisation d'Emeline Chast, qui propose en fait, d'utiliser le modèle orchidée pour étudier les effets en cascade des risques naturels sur les forêts tempérées tropicales. Et nos collègues de palynologues ou anthracologues, anthracologues, on dit comment? Anthracologues, ouais, qui utilisent les séries lithographiques pour évaluer sur le temps long la dynamique forestière millénaire et leur relation aux perturbations. Donc là, il y a vraiment plusieurs expressions d'intérêt qui étaient axées sur le temps long et les boucles de rétroaction entre les régimes multirisques et la forêt. Pour finir, deux autres approches. L'étude de facteurs qui conditionnent la vulnérabilité des forêts à un aléa. Donc, par exemple, la variabilité génétique inter ou intra présente dans la forêt, le tassement du sol, la baisse de fertilité, etc. J'ai pris l'exemple de Ivan Scotty, ici, qui se propose d'étudier les interactions entre effets environnementaux et propriétés génétiques dans le risque d'effondrement des peuplements et des communautés. Et pour finir, des approches qui se proposent de prendre en compte les risques multiples sur le comportement des acteurs. Alors là, complètement en dehors de la forêt, l'exemple, c'est Stéphane, je crois, Couture, qui lui veut étudier comment les politiques peuvent influer sur le nombre de propriétaires qui souscrivent une assurance multirisque dans le monde forestier. Voilà, ça illustre un petit peu les différentes approches, je pense. Alors une autre manière d'aborder un peu le problème, c'est de regarder comment les expressions d'intérêt se sont proposées d'utiliser ou de développer des modèles. Donc là, on rentre un petit peu plus par comment dire, un prisme outil. Alors pareil, j'ai essayé de faire 4 catégories avec des exemples. Donc il y a des propositions de comparaison de modèles pour évaluer les incertitudes dans la prédiction des risques. Alors c'était surtout axé sur le fonctionnement des forêts et sur la prédiction du dépérissement. Par exemple, Maxime Caïret, qui propose de comparer des modèles dans leur qualité de prédiction du dépérissement et de la mortalité des arbres, afin de quantifier l'incertitude et d'améliorer ces modèles, évidemment. Il y a des propositions de couplage de modèles ou d'intégration de modèles via l'intelligence artificielle pour améliorer la prédiction des risques multiples sur les forêts ou les socio-écosystèmes. Là, j'ai pris l'exemple un petit peu combiné de François Pimon, qui, lui, donc, se propose d'intégrer, en gros, Firelywood, FireTech et Suro dans la plateforme Capsys pour simuler l'occurrence et la sévérité des incendies en forêt. Donc, ça veut dire travailler sur les briques pour ensuite aller vers une modélisation du multirisque dans une plateforme intégrée et commune, avec un modèle de représentation du fonctionnement hydraulique, un modèle de propagation d'incendie, etc. Donc là, on est vraiment sur le couplage, on n'est pas tellement sur la comparaison de modèles. Enfin, il y a des propositions d'utilisation de modèles existants qui simulent déjà des risques multiples pour évaluer leurs interactions et les boucles de rétroaction avec la forêt. Alors, le cas typique, ce serait encore une fois le cas d'Emeline Chast avec Orchidée, puisque donc c'est un DGVM qui travaille à l'échelle globale, qui contient déjà différents modules qui permettent de représenter des aléas, feu, tempête, sécheresse. Donc là, l'idée qu'a fait remonter Emeline, c'était d'utiliser cet outil qui, quelque part, fonctionne déjà, qui nécessite certainement d'être calibré, etc., pour essayer de quantifier l'effet du multirisque à long terme sur les forêts. Je crois qu'il y avait aussi une proposition qui allait un petit peu dans ce sens-là dans la proposition de François Pimon en utilisant l'Andis à l'échelle régionale. Et enfin, il y a des propositions qui veulent utiliser des modèles statistiques dans un but principal d'analyse et d'exploration de données. C'est la manière dont moi, par exemple, j'ai compris l'expression d'intérêt du sol sur la coévolution des forêts néotropicales et des sociétés précolombiennes en Amérique centrale. Palynologie, anthracologie, donc sur des séries longues. Et en fait, c'est peut-être un point à discuter là, dans la suite, là tout de suite. C'est que, quelque part, qu'est-ce qu'on met sous le terme modélisation
Et donc, qu'est-ce qu'on met sous l'égide de la tâche 3 versus la tâche 2, les données? Puisqu'en fait, évidemment, la tâche 2 centrée sur les données, elle inclut de l'analyse de données. Et qui dit analyse de données dit en général modélisation statistique. Et moi, j'ai compris que certaines expressions d'intérêt, comme attachées de manière au moins partielle à la tâche 3, parce qu'il y allait avoir de la modélisation statistique dans le but d'exploration de données. Voilà, donc évidemment, c'est tout à fait légitime. La question, c'est juste de savoir, est-ce que du coup, c'est plus comment dire, c'est plus à placer dans la tâche 2 ou la tâche 3. Bah, peut-être qu'il faut qu'on avance un petit peu sur cette délimitation-là. C'est plus du ressort de la tâche 2 ou de la tâche 3. J'en ai quasiment fini pour dire que, de manière très claire, les différentes expressions ont également fait remonter des liens forts avec d'autres projets qu'il va falloir certainement faire fructifier et discuter. Donc, je cite pêle-mêle, hein, le PEPR IRIMA, il y a également le PEPR Fer Carbone, bien sûr, consortium Rimini du métaprogramme X-Risque de l'INRAE, qui avait été un peu précurseur sur les multirisques, le GET Risques naturels et environnementaux d'Alenvie, OptForest, un nouveau projet Horizon Europe là, sur la diversité dans les forêts et leur résilience, et l'ANR FISA pardon, de Xavier Morin, qui inclut déjà un peu une approche pluridisciplinaire autour des multirisques en forêt. Voilà. Alors, la suite, juste pour mentionner ça, donc le prochain atelier, ce sera tâche 2 le 19 juin, suivi des ateliers tâches 1 et 5. Je l'avais déjà dit, vous avez les liens ici. Et je finis cette petite présentation avec juste en fait des points de discussion voilà, pour essayer de lancer la discussion, avoir vos premières réactions. Ils sont pas du tout exhaustifs, ils sont peut-être pas les plus intéressants. Voilà, on pensait juste vous soumettre ça. Alors à discuter, la délimitation tâche 2 et 3 que j'évoquais, qu'est-ce qui est du ressort d'analyse de données ou de la modélisation, etc. Sur quelle plateforme de modélisation va-t-on investir pour fédérer les efforts de la communauté autour du multirisque? Comme je le disais, Capsys, bien sûr, un candidat un petit peu évident, c'est pas le seul. Comment on va faire voilà, est-ce que c'est intéressant à discuter maintenant? Qui dit en général essayer de fédérer des modélisateurs, ça veut aussi dire fédérer des modélisateurs autour de jeux de données communs pour évaluer, pour calibrer les modèles. Donc on imagine de manière assez naturelle que ces sites communs vont passer par des réseaux existants, ICO, Sanae, Insilva, ou des sites qui sont mis en exergue dans le PEPR Forest, comme les Living Labs, les zones ateliers, etc. Peut-être un autre point de discussion. Et enfin, quelque chose d'un peu important, c'est que à partir de là, on va essayer de diviser la tâche 3, modélisation, en sous-tâches pour créer des groupes un petit peu plus thématiquement cohérents, identifier une ou un porteur ou plusieurs porteurs pour continuer le travail de consolidation. Donc voilà, ça, on pourrait également un petit peu le discuter. Quelle division en sous-tâches, pour quel groupe et avec quel porteur? Et on a même une idée pour que vous. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est parfait. Vous pouvez aussi exprimer votre désaccord très tranquillement. Le but, c'est simplement de lancer la discussion. Donc, une idée de séparation en sous-tâches, ça pourrait être de définir 4 groupes. Un qui serait centré autour de prédire les dépérissements forestiers chroniques dans un cadre multirisque. Euh, qui serait de prédire les effets des aléas chocs sur les forêts dans un cadre multirisque. Donc là, on sépare un petit peu les aléas qui sont récurrents et qui conduisent à des dépérissements forestiers, par exemple sur le temps long, versus des événements type feu qui induisent des changements très abrupts du fonctionnement de l'écosystème et du socio-écosystème, évidemment. Un groupe qui serait plus appréhender les risques multiples dans les socio-écosystèmes forestiers grâce à des approches bio-socio-économiques, donc là, les approches qui incluent les sciences économiques, les sciences sociales. Et enfin, appréhender les régimes de risques multiples et les boucles de rétroaction avec la forêt sur le temps long, avec toutes les études basées sur la palynologie et peut-être les études avec orchidées à des échelles très larges et sur des temps très longs. Voilà, à discuter. Et ne pas perdre de vue qu'on a aussi un aspect finalisé dans le PEPR. Et donc, on a un peu une nécessité de produire à la fin des résultats transférables et utiles pour les acteurs du monde forestier. Et ça pourrait concerner la tâche 3 modélisation, parce que on pourrait penser, et d'ailleurs, il y a plusieurs initiatives de collègues qui sont déjà en cours tout à fait dans ce sens-là, on pourrait penser à fédérer un peu nos efforts à la fin sur des plateformes qui permettraient d'être facilement utilisables par nos collègues praticiens et politiques, et donc les gens qui font les politiques territoriales ou qui font la gestion forestière. Voilà, en lien étroit, bien sûr, avec la tâche 5, qui est plutôt sur les solutions, quoi. Voilà, c'est tout.
Je vous remercie beaucoup. Et puis maintenant, on attend. Ah, je vois qu'il y a des discussions. On attend vos réactions avec impatience. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Johannes. Voilà un panorama assez complet de l'état des lieux de la tâche 3, avec évidemment, vous l'avez compris, des illustrations qui ont été données du contenu de la tâche 3 qui ne sont pas exhaustives, hein, ce sont des exemples pris pour illustrer donc les différents points. Hein. Ce n'est pas parce que vos propositions n'ont pas été citées qu'elles ne sont pas retenues. On n'a pas du tout fait à ce stade de tri parmi les propositions. Tout est en route et nécessite d'être intégré dans cette tâche. Et à vous d'ajuster vos propositions pour qu'on arrive ensemble à un ensemble cohérent et co-construit. Donc, sur la base de cet état des lieux, de ces propositions, je vous propose d'attaquer les discussions et que chacun vous puissiez prendre la parole pour vous exprimer par rapport à ces points un petit peu saillants. On peut peut-être remettre la diapo qui représentait les points de discussion que tu proposais. Voilà, c'est la précédente, voilà. Et peut-être attaquer peut-être le premier sujet sur la question de la modélisation statistique des données qui serait plus à rattacher plus en proximité avec les données elles-mêmes, donc dans la tâche 2, ou comme une tâche réelle de modélisation, parce qu'on irait beaucoup plus loin que la simple analyse exploratoire ou initiale des données. Peut-être que ceux qui ont fait des expressions d'intérêt dans ce sens pourraient donner leur point de vue. Bon, je rappelle qu'on a un webinaire lundi prochain qui est consacré à la tâche 2. Donc, cette question, on peut aussi l'aborder à l'occasion de ce webinaire. Lundi 19 juin au matin. Bon, je ne cherche pas particulièrement à brider la discussion, de l'orienter sur un point ou sur un autre. Hein. Si vous avez une expression sur une prise de parole, allez-y, quel que soit le sujet évoqué ici ou qui vous vient à l'esprit. Oui, François? Oui, moi c'était pour donc c'est pas spécifiquement par rapport à la tâche 2, mais vis-à-vis du lien par rapport aux données, je pense qu'il est important de mentionner les liens avec le PC3 pour tout ce qui est monitoring et télédétection, qui vont aussi apporter des données qui permettront d'interagir avec la modélisation. Oui, tout à fait, tu as bien fait de le rappeler, on pourra le rajouter sur la diapo. Le PC3, c'est le monitoring général des forêts avec, disons, des informations en grande masse qui bénéficieront bien évidemment au PC2 sur la santé des forêts, sur les aspects de biomasse, de carbone, sur les aspects, voilà, sur les aspects aussi de croissance et de dynamique forestière. Alors, on a orienté le monitoring du PC2, comme on le développera lundi prochain, plutôt sur les multicausalités des risques en forêt, donc des processus qui nous sont un peu plus spécifiques dans le cadre de ce projet ciblé. Mais il y a un fort lien, bien évidemment. Donc, certains d'entre vous… Typiquement, Eric, sur les aspects mesure du combustible et suivi du post-incendie, il y a des initiatives qui sont dans le PC3. Ouais. Donc, voilà, c'est pour mentionner ce genre de lien, quoi. Merci François. Christophe a levé la main. Christophe, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Désolé. Oui, pour les approches finalement allochroniques qui nécessitent une sorte d'analyse reconstitutive, quelquefois ex situ, en fait, du contexte historique des aléas, bon, notamment les feux, quoi, mais ça peut être la végétation, le climat. Moi, je voyais plutôt ça dans la tâche 2, quoi, l'acquisition des données. Donc, dans le cas bon, je sais pas, des régimes de feu, ça peut être
des données sur la composition de la végétation qui avait à l'époque basée sur des grains de pollen, donc il nécessite vraiment des compétences particulières, des analyses de traceurs de feu, et tout ça dans des archives lacustres ou sédimentaires marins qui sont des fois acquises, hein, les carottes, mais qui nécessitent de l'analyse de données qui, pour moi, relève plutôt de la tâche 2, hein, pour juste cette mention pour les aspects allochroniques qui ont été assez peu, mais quand même présents dans les propositions. Donc, je voyais plutôt l'acquisition des données dans la tâche 2 et puis l'analyse reconstitutive ex situ dans la tâche 3. Peut-être une réponse, Bérangère? Oui, merci du coup de mettre en avant la paléoécologie. Je vous remercie, c'est super. Donc effectivement, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est vraiment plutôt, qui est en fait proche du monitoring, qui est observationnel, mais juste sur du temps long, où effectivement, il va y avoir la reconstruction des régimes de feu avec la végétation, qui est plus ou moins fait dans certaines zones, qui manque de compléments sur certaines autres, et qui là, pour le coup, nous aussi, enfin, en tout cas, moi et le groupe que je représente, on va dire, on se sent plus être rattaché à la tâche 2. Pour autant, ce qu'a présenté Johannes là à l'instant, on a aussi des modélisations sur du temps long. On utilise aussi des modèles, notamment Landis d'ailleurs, mais aussi Landclim, enfin voilà, pour les deux majeurs des gens du groupe que je représente aujourd'hui. Et où là, pour le coup, on a plus des questions de spatialisation, de prédiction, de mécanisme, quoi. Donc, en fait, je dirais un peu les deux, mon capitaine. Et en fait, en ce sens, on retravaille notre lettre d'intention pour représenter voilà, cette pluralité qu'on a. Mais vous avez juste et l'un et l'autre au final. Alors après, si je peux compléter, on n'est pas vraiment anthracologue, on est plutôt paléoécologue du feu. Merci, Bérangère. Pardon. Je t'en prie, Johannes. Pas deux fois. Ce que tu mentionnais là, Bérangère, que vous étiez en train d'ajuster votre proposition. Oui. Je crois que c'est important de le rappeler à tout le monde parce que c'était ce qui était demandé. Alors, ça commence évidemment par bien prendre en compte le document de cadrage, hein, qui permet de voir comment bien se rattacher sa proposition au cadre général, mais en même temps, comme on vous y invitait la dernière fois, de commencer à discuter avec des propositions qui sont proches des vôtres pour aller vers des regroupements. Donc, je ne sais pas si vous avez pu commencer à le faire. Si c'est le cas, j'aimerais bien que ceux qui ont commencé à le faire prennent la parole pour nous en faire part et voir un petit peu comment les choses évoluent. D'un point de vue très technique, il va falloir qu'on voit comment on peut faire évoluer les propositions qui sont, les expressions d'intérêt qui sont déjà déposées. Est-ce qu'on peut mettre des V2, V3 et opérer des regroupements de façon à ce que collectivement on puisse suivre ce mouvement-là avec une trace écrite sur les plateformes collaboratives. Donc ça, on vous fera part de la manière avec laquelle il faudra procéder. Mais si vous avez des témoignages sur des discussions en cours, et notamment au sein de cette tâche 3, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci. Alors, je vois deux mains levées pour le moins. Donc, j'ai d'abord Jean-Luc Courreau qui avait demandé en premier, je crois. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, merci. Merci pour cette synthèse. Je me posais la question au niveau de l'articulation de tâche 2 et tâche 3. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir il faudrait pas se pencher sur la corrélation entre, on va dire, le périmètre de mesure qu'on va avoir dans la tâche 2 et le périmètre de modèle qu'on pourrait, sur l'analyse du risque, avoir avec la tâche 3 pour justement, est-ce que justement ces périmètres, ils doivent pas être un petit peu, ils vont pas orienter en fait les actions qu'on doit mener entre mesure et modèle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler? Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais est-ce qu'il n'y a pas des corrélations, ouais, entre les données qu'on peut avoir par rapport aux ambitions qu'on peut avoir avec le multirisque, avec les modèles? Parce que j'imagine qu'il y a des modélisations avec très peu de données et d'autres modélisations où il y en a beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à piloter dans ce sens-là pour colmater certaines brèches?
et de manière à avoir quelque chose d'homogène en termes de périmètre d'action entre les mesures et les modèles multirisques. Ouais, notamment si on veut faire la descente d'échelle, c'est difficile à dire, on a peut-être intérêt à réfléchir à ça, quoi. Oui. L'autre façon... Ah, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, en fait, il y a une restitution donc, sur la tâche 2, j'imagine. Enfin, pas une restitution, mais on a bien dit lundi, un travail là-dessus. Et sur la tâche 2, on est bien d'accord, si j'ai bien compris. Tout à fait, ce sera lundi, oui. Et est-ce qu'à un moment, il n'y aurait pas confronté, enfin, je ne sais pas si c'est le mot confronter, mais regarder ou mettre en avant un petit peu les fronts de science qui sont abordés entre le multirisque et les mesures dont on va hériter? Pour voir si déjà on a le même, comment dire, les mêmes ambitions ou est-ce qu'il y a des creux ou Non, mais ce constater que des je choses? tiens à préciser, c'est que dans la tâche 2 de ce PC2, ce qu'on prend comme données, c'est pour le multirisque. On ne va pas prendre les données forestières classiques. On est résolument orienté sur le multirisque dès la prise de données. Hein. Sinon, On est bien dans... d'accord, mais c'est quoi la définition de multirisque en fait, hein? Ah C'est ben, ça, en fait, moi, ma question sous-jacente, c'est quoi sur quel périmètre on s'arrête quand on parle de multirisque? Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas la globalité. Ça veut englober quelque chose, mais c'est jusqu'où on va. Et dans la présentation qui a été faite, on peut partir que de la forêt. Après, on peut s'intéresser aux acteurs socio-économiques. Hein, et là-dedans, le multirisque, il y est tout le temps. Mais c'est quoi le périmètre? Et les mesures? Le périmètre, c'est l'homme et la forêt, clairement. On ne se limite Oui. pas à l'aspect biologique de la forêt, on élargit. Dans le cadre du PEPR, on est sur les socio-écosystèmes forestiers, donc on inclut l'homme à la fois dans ses modalités d'action en forêt qui peuvent être elles-mêmes un risque, on a vu soit des coupes, soit tassement des sols, mais aussi interagir au niveau de la gestion des risques, la gouvernance de ces forêts, la gestion des risques, donc les solutions pour gérer les risques, atténuer les risques, c'est l'homme qui peut avoir des stratégies qui s'orientent dans ce sens-là. Mais ensuite, on a aussi toute la filière et les conséquences de ces risques sur des dommages en termes socio-économiques. On est sur ce périmètre-là. Et peut-être, Eric, si je peux essayer de compléter. Vas-y. Je me dis que, en fait, si je comprends bien la question, hein, en fait, chaque communauté de modélisateurs, entre nous, là, on travaille déjà au moins de manière un petit peu indirecte sur un aléa ou un risque. Et on a déjà des données existantes la plupart du temps sur notre objet d'étude. Et on connaît les réseaux, il y a déjà énormément de choses qui sont existantes, y compris dans les sciences humaines, etc. Et j'imagine qu'un des discussions qu'il va y avoir dans la tâche 2, c'est peut-être d'identifier des trous dans la raquette qui bénéficieront peut-être d'un financement ou d'un appui particulier. Mais en fait, la majorité des modèles ont déjà des données qui leur permettent d'évaluer qui leur permettent d'évoluer dans leur domaine de prédiction. Et l'enjeu, ça va plutôt être de se rassembler autour dans ce cas de multirisque. Et en plus, sur les histoires d'échelle, il y a, comme dit précédemment par François, il y aura aussi le PC Télédeck qui va certainement être intéressant, quoi. Ok, merci. Il y a des mains levées, là, il y a Christelle, je crois. Je n'avais pas mis de micro, oui. Je peux passer la parole à Christelle. Je crois qu'il y en avait d'autres qui avaient levé la main avant moi. Mais... Ah, désolé, je vous vois dans l'ordre, en fait. C'est pour ça que j'ai... Je sais plus. Bon. Moi, c'est Marion Jourdan. On est deux là, dans la même salle, à Silva. C'était plutôt pour répondre à une remarque qu'Éric avait faite sur est-ce que des gens avaient déjà initié des démarches de fusion. Mais si vous voulez continuer sur le sujet et revenir sur ce feedback, ou sinon on envoie les feedbacks par mail. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez organiser. Écoute, puisque tu as la parole, vas-y, donne-nous l'état d'avancement de vos discussions.
Moi, je discute, mais alors je ne sais pas si explicitement. Alors, moi, je m'étais mis explicitement. Il y a un gros cadre de modélisation, mais je m'étais mis explicitement dans la tâche 5 et pas dans la tâche 3. Et donc, nous, une grande question qu'on se posait avec les personnes avec qui j'ai pensé fusionner a priori, puisque ils étaient aussi dans la tâche 5, c'était quel est votre avis sur est-ce qu'on fusionne entre modélisateurs, si on a des approches de modélisation, ou est-ce qu'on essaye de fusionner en full transversal disciplinaire? Parce que c'était plutôt dans ce sens-là que j'étais partie, mais quand je vois les discussions qui sont dans cette tâche-là, peut-être que ça mérite qu'on éclaircisse si vous aviez eu des attentes sur ces histoires de fusion de projets, en fait. Alors, Ou de si propositions. on est plutôt sur vous laisser commencer à discuter et ne pas brider ou orienter vos discussions. Donc, j'aurais souhaité un retour de votre part, mais on ne va pas vous orienter dans vos discussions. Vous connaissez mieux vos partenaires potentiels. Vous avez peut-être plus d'appétence à ouvrir à du transdisciplinaire ou à du transversal. Allez-y et puis faites-nous simplement part de l'avancement de tout ça. Ok, soit pendant les discussions, soit un retour par mail quand ça se sera un peu abouti, mais comme on est vraiment sur les premières discussions, c'est beaucoup des gens de Nancy avec qui je discute parce qu'on nous a fait comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de propositions qui venaient de Nancy. Je vous tiendrai au courant. Enfin, Mais il y a un forum de discussion Mattermost, donc utilisez-le. Hein. ok, Moi, je pense qu'il est hyper peu utilisé, à part Ivan Scotty qui a contribué. J'ai vu personne sur le forum, alors que tout est installé et on peut y aller. ok. Bon, je vais m'approprier l'outil alors. Merci. Et puis, il y aura aussi le webinaire dédié à la tâche 5 du PC2. Voilà, donc ne ratez pas la date. Du coup, Christelle? Oui, moi je voulais intervenir sur différents points. Déjà, on a échangé rapidement avec Jean-Paul Soularue récemment, et justement, il y avait aussi justement ce lien qu'on a discuté avec les données. On ne peut pas extraire la partie modélisation des données. Moi, par exemple, je suis modélisatrice, c'est pas moi qui vais aller collecter sur les données sur le terrain, donc je pense qu'il y en a intérêt à déjà peut-être, enfin, il doit y avoir un dialogue peut-être entre, si j'ai bien compris, ça va être plutôt dans la tâche 2, la collecte de données. Donc voilà, il y a un lien fort à avoir avec cette tâche 2. C'est aussi en fonction des données qu'on aura qu'on va aussi pouvoir proposer des modèles. Enfin, voilà, c'était une réflexion que j'avais. Je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, je voulais avoir votre avis déjà là-dessus. Comment vous voyez le lien avec les données Le lien, il est fort, effectivement, il faut l'organiser. Maintenant, il faut qu'il y ait ce dialogue, c'est-à-dire que tu utilises les données, le type de données dont tu as besoin, ce que tu vois comme méthodologie de récolte. En général, c'est fait au sein des unités de manière autonome. Donc là, si on l'organise de manière un peu plus transversale et interunité, il faut que le besoin soit exprimé. Donc, c'est cet aller-retour qu'il faut qu'on organise. Oui, mon deuxième point, c'était pour répondre à votre question là, sur les échanges qu'on avait eus. J'ai contacté différents collègues que je connais qui ont aussi soumis une expression d'intérêt sur les risques biotiques, mais voilà, on a eu des difficultés pour savoir vraiment, pour connaître la ligne directrice et là où il fallait qu'on aille. Voilà, parce que, voilà, par exemple, si Robin elle avait évoqué peut-être de remplir un tableau avec différentes colonnes pour voir en fait, qui proposait, aller travailler sur quel enjeu, quels aléas, le type d'approche, le type de modèle, avec quelle collaboration, enfin déjà pour avoir une vue un petit peu synthétique et voir comment on pourrait accrocher différentes études ensemble. Mais voilà, ça en est resté à l'état de discussion parce qu'on n'avait pas une vision claire de ce qui était attendu maintenant. Et puis, les échéances, c'est vrai que sont assez courtes. Donc, pour discuter entre nous, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, comment vous voyez ces échanges, parce qu'on peut échanger, mais j'ai du mal à savoir comment aller plus loin, voilà, que d'échanger sur nous, ce qu'on veut faire. Et
Ouais, mais vous avez trouvé des points d'accroche, c'est un peu comme dans un Oui. processus. Bon, les expressions d'intérêt, vous pouvez les consulter et du coup connaître ce que proposent les autres équipes. Les discussions visent à rechercher des points d'accroche pour aller ensemble sur quelque chose de plus complet ou de plus synthétique. Voilà, ça correspond aussi à vos envies d'aller plus loin par rapport à vos travaux propres. Et du coup, les risques biotiques, vous les voyez pleinement, par exemple, dans les 4 sous-tâches qui ont été déjà proposées, ou ça pourrait faire l'objet d'une autre sous-tâche, par exemple Alors, c'est une question qu'on voulait vous poser. Les risques biotiques, par exemple, dans le cadre de ces 4 sous-tâches et notamment dans les 2 premières, vous voyez plutôt sur un risque de type choc ou de type chronique? Je vais répondre juste pour ma part. Pour le moment, je pense que ça peut, selon les cas de figure, ça peut rentrer dans les deux. Hein. Selon les types de ravageurs ou Oui. de pathologies. Oui, s'il y a une invasion fulgurante, ça peut rentrer dans un aléa choc. Si c'est quelque chose qui est plus latent et puis qui émerge, progressivement, ça peut être plus dans un effet sur les dépérissements chroniques. C'est un peu ce qu'on se disait aussi, que ça c'est va dépendre des comme ça. modèles. Oui. Ça vous semble intéressant de vous orienter sur, par exemple, des cascades de risques chocs dans lesquels le biotique aurait sa place, ou de rester entre vous parmi les biotiques pour essayer de développer quelque chose de multi, mais uniquement au niveau des biotiques. C'est des choses qui doivent être discutées, je pense. Et sinon, j'avais un troisième point dans les risques. J'ai toujours un peu de mal aussi au niveau du risque. C'est le risque de dépérissement, le risque d'un ravageur qui arrive. Est-ce qu'on prend en compte le risque qu'un nouveau ravageur puisse arriver alors qu'il n'est pas encore sur le territoire français, par exemple, ou pas? C'est un risque tout à fait avéré et qui mérite toute l'attention, mais il faut arriver à le placer dans un cadre multirisque. Oui. C'est-à-dire quelle serait la cascade de risques qui pourrait favoriser cette invasion ou cette arrivée. C'est des questions qu'il faut que vous vous posiez par rapport à votre spécialité qui est de travailler sur les invasions biologiques. D'accord. Oui, Merci Eric, pour vos réponses. si je peux juste compléter le propos de Christelle, parce que je pense que je me suis posé à peu près les mêmes questions et ça revient à peu près au tour qu'on avait. Et je me permets parce que j'étais juste avant le levage de main. En fait, on s'est posé la même question donc en fait, j'ai parcouru toutes les lettres d'intention et au début, j'ai contacté des gens avec qui je me suis dit que j'aurais des intérêts à de l'interaction sur la compréhension des données produites avec des données utilisées. Et donc essayer de mixer un petit peu l'écologie des perturbations avec de l'écologie fonctionnelle ou de l'opérationnel. Et puis, une fois que j'ai fait un peu le tour des gens sur lesquels on pouvait se parler, en fait, on s'est dit que on reprenait au final tout le PC2. Et donc, en fait, c'était pas trop ce qu'il fallait faire. Et donc, on s'est plutôt concentré à être sur des outils, des gens qui parlaient la même langue sur le même outil et comment on pouvait être complémentaires. Et donc là, on a eu plutôt une autre approche et du coup, j'ai été chercher plutôt mes collègues qui travaillaient sur du temps plus ou moins long, mais en tout cas qui avaient la temporalité toujours en bruit de fond, on va dire. Et là, on s'est attaché vraiment au multirisque. Et donc là, on a essayé de voir tous les risques qu'on pouvait avoir les uns les autres en complément. Donc, par exemple, voilà, moi, je sais faire du feu, j'ai une collègue qui sait faire du changement climatique, j'ai un collègue qui sait faire de l'ADN sédimentaire pour aller voir les invasions d'insectes. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on s'est dit, OK, en fait, on va plutôt faire ça. Et en fait, on va plutôt essayer de faire un consortium qui travaille sur la temporalité en multirisque et sur un outil où on peut tous parler plus ou moins la même langue. Et du coup, essayer de faire un truc un peu cohérent. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais en tout cas, nous, ça nous a paru être mieux répondre aux attentes. Après, Eric, sans toi, libre de dire non.
c'est pas le cas. Mais voilà. Et du coup, je pense qu'on arrive à avoir une proposition qui fait sens, en tout cas, sur le consortium qu'on met en avant, quoi. Je me trompe peut-être, mais ce que je crois reconnaître de ce que vous proposez, c'est un petit peu ce qu'on a proposé dans la sous-tâche, Johannes. D'accord, j'allais faire la même remarque. J'espère que... Est-ce que tu t'y es reconnu, Bérangère, de fait? Oui, oui, du coup, je me suis dit tant mieux parce qu'au final, on colle plutôt bien, donc c'est qu'on a plutôt bien compris la consigne, donc tant mieux, tant mieux. Excellent. Alors, l'ordre des levages de main, j'ai un petit peu de mal, mais on va dire ladies first, Emeline. Oui, moi j'avais une question. En fait, c'est pour rebondir un peu sur les épidémies choc et un petit peu plus sur un pas de temps long. C'est aussi la question des écosystèmes, puisque dans votre proposition, à la base, vous aviez parlé de regarder du tempéré et du tropical. Et du coup, on ne se pose pas forcément les mêmes questions. Donc voilà, savoir aussi, est-ce que les écosystèmes qui ont été proposés en analyse, c'est plutôt du tempéré ou il y a des comparaisons entre les deux écosystèmes ou parce que je pense que le tropical, on part un petit peu de plus loin. Donc voilà, c'était juste avoir une idée des expressions sur le type d'écosystème, quoi. Et donc les aléas. Johannes, on n'a pas trop décompté sur le type d'écosystème, mais clairement, il y en a moins tropical qu'en tempéré dans les expressions d'intérêt, il me semble. Oui, absolument. C'est vrai que j'aurais pu le faire. C'est une très bonne remarque. Très peu d'expressions d'intérêt qui sont explicitement centrées en partie sur le tropical. Il n'y en a aucune centrée uniquement sur le tropical, je crois. Il y en a certaines qui disent vouloir travailler sur des living labs en Guyane, mais c'est vrai que, et puis la tienne aussi, Emeline, hein, mais voilà, très peu représenté. C'est certainement, à mon avis, c'est une remarque très intéressante et aussi qu'il faudra mener de front, évidemment, avec tout l'aspect donné, quoi, sur la tâche 2. Donc ça revient un petit peu à la discussion qu'on avait il y a quelques minutes sur avoir les moyens de nos ambitions en termes de modélisation. Je pense que ça va être particulièrement aigu, ce problème-là, en tropical, évidemment, mais bon, c'est le jeu, hein. Bah, après, il y a de la donnée, c'est juste que ça va être peut-être plus compliqué d'aller la chercher et d'aller la trouver. Mais ok. C'était, ouais. Pendant que tu parlais, Johannes, j'ai vu une réaction de Nicolas qui veut peut-être compléter. Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, on a proposé pour la tâche 2, parce qu'on va être producteur de données, mais en fait, je suis venu ici parce que précisément, on cherche des modélisateurs. Je pense qu'on aura besoin de vous, les modélisateurs. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici, mais on a fait une proposition, la nôtre, elle est entièrement tropicale, ici à Kourou. Donc voilà, c'était aussi pour compléter ce que disait Christelle, c'est que nous, on est dans le cas au contraire, on va être producteur de données, et on aura besoin de modélisateurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour chercher des modélisateurs. Merci d'avoir fait l'effort de faire ce lien entre les deux tâches. C'est très opportun, merci. Guillaume Quentin, qui a levé la main depuis un moment. Désolé, Guillaume. Oui, merci, bonjour, merci à tous. Donc oui, moi j'avais une question que j'ai posée dans le chat concernant les approches de modélisation. Moi je suis dans un groupe de recherche où on s'intéresse notamment aux perturbations des écosystèmes forestiers tropicaux par les extrêmes climatiques. Donc ça rentre à mon avis dans le cadre multirisque. Mais on utilise plusieurs types de modèles. On utilise des modèles qui sont calibrés sur des données, mais on utilise aussi des modèles qui ne sont pas calibrés, des modèles par équation aux dérivées partielles. Alors moi, je suis convaincu que ce sont de très bons modèles. Par exemple, ça va être des modèles qui vont expliquer certaines morphogénèses, mais ce sont des modèles qui ne sont pas forcément voués à être simulés numériquement. Ce sont des modèles qui peuvent vivre sans données. Voilà, ma question c'est quelle place pour ce modèle dans cette tâche? Merci.
Je voulais te laisser répondre, Johannes, mais a priori, il n'y a pas d'exclusion. C'est pas parce que le modèle n'est pas rattaché à des données qu'il n'a pas une pertinence scientifique. À toi de nous convaincre de sa pertinence et de voir la place que tu voudrais lui donner dans la démarche multirisque, et ce sera le bienvenu, quoi. J'ai pas mieux. Je crois pas que. D'ailleurs, il me semble pas qu'on ait jamais discuté de ce genre de distinction, quoi. On a un grain depuis des modèles très empiriques qui se nourrissent très fortement de données pour faire éventuellement des prédictions ou de l'analyse, jusqu'à des modèles plus théoriques qui ont eu leur importance propre et qui sont pas du tout à disqualifier de prime abord, quoi. C'est certain. Caroline. Ton micro, Caroline. Non, j'ai réagi, pardon, à la question sur le tropical. Je pense que la proposition qui a été faite dans notre unité, elle va vraiment au-delà de la forêt tempérée, et il n'y a pas de limite entre la forêt tempérée et la forêt tropicale, ça reste de la forêt. Les environnements sont différents et peut-être que les stress seront différents, mais la diversité génétique, on l'étudie de la même façon, donc il n'y a pas de limite, quoi. Voilà. Je pense à la tâche sur la vulnérabilité génétique en lien avec les stress environnementaux et biotiques. Merci. Merci, Caroline. Jean-Paul Soularue. Oui, bonjour. Moi, je voulais réagir à l'intervention de Guillaume Quentin qui me faisait penser à un point qui a été mentionné, notamment sur la perspective. Alors, ça ne répond pas à la question actuelle, mais la perspective de mettre à disposition les modèles produits dans le cadre de la tâche 3 aux gestionnaires, aux personnes impliquées dans la gestion forestière. Et je pense, moi, je serais assez prudent sur cet aspect-là, parce que justement, Guillaume évoquait les équations dérivées partielles. Il y a d'autres modèles, même simulés, qui utilisent peu des données qui sont plutôt théoriques. Enfin, je pense que ce n'est pas toujours possible. Et du coup, cette intervention, je trouve, elle souligne la diversité des modèles qui peuvent être mis en œuvre dans cette tâche. Et donc, je suis aussi assez prudent sur le fait de mettre en avant plutôt certaines plateformes par rapport à d'autres. Voilà. Alors, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Tu proposais d'ouvrir à d'autres plateformes, c'est ça? Non, je pense que je mettrai en avant l'hétérogénéité de la modélisation développée dans la tâche. Je pense que c'est un atout par rapport aux questions qui seront abordées, quoi, en fait. Je crois pas. En fait, moi, j'ai du mal à penser qu'un seul type de modélisation peut répondre à tout. Et voilà. J'espère que ce n'est pas le message qui ressort du propos liminaire, parce que en tout cas, ça ne reflète pas tellement ce qu'on avait discuté auparavant, quoi. Je pense qu'à mon avis, enfin, c'est un avis personnel, mais je peux le sous le contrôle d'Éric, il y a un enjeu quand on a un projet qui est explicitement de fédérer une communauté de modélisateurs, c'est de trouver quand même des points de convergence et de discussion qui peuvent être soit physiques, c'est-à-dire des couplages de modèles, mais aussi des comparaisons, des quantifications d'incertitudes, etc. Et ça veut dire peut-être passer par certaines plateformes comme Capsys ou d'autres, tu vois. Mais en fait, on a une diversité d'outils qui est extrêmement intéressante et on a la volonté de fédérer tout ça dans un effort commun autour d'un cadre multirisque. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tous passer par le même type de modélisation, on va tous utiliser demain le même outil, ou on va tous apprendre Python pour s'amuser Capsys, quoi. Ça veut dire qu'on va avoir des questions communes, un vocabulaire commun, je pense, hein, et qu'on va essayer de peut-être travailler sur des sites qui sont comparables ou d'aborder des questions complémentaires, etc. Je le vois un peu comme ça. Ok, merci. D'ailleurs, pour revenir sur ton dernier point, Johannes, la question de terrain commun, ça peut être une question fédératrice. Je pense que le PC2 il a vocation à faire remonter au niveau du PEPR et notamment à faire remonter des besoins pour le PC5.
c'est-à-dire les living labs dont on aurait besoin, ou les zones ateliers dont on aurait besoin. Donc, si vous avez des idées sur ces terrains communs qui nous seraient utiles pour fédérer la communauté des modélisateurs, allez-y. Ce n'est pas dit qu'on l'emporte, mais en tout cas, ça fera partie de la discussion et des propositions du PC2 vis-à-vis de l'ensemble du PEPR. Je ne sais pas, Christophe, si tu peux compléter là-dessus, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas participé au webinaire sur les Living Labs, mais il y a peut-être des choses qui commencent à se préciser. Oui, mais ça c'est sûr. Dommage, il n'a pas été enregistré celui-là, mais il y a des interfaces intéressantes. Moi, je voulais aussi préciser un point de discussion que vous aurez aussi à trancher à un moment donné, de toute façon, c'est de voir ce qui relève de l'aspect structurant qu'on cherche dans un projet ciblé versus des appels à projets ouverts, collaboratifs, qui vont pouvoir être construits au sein de consortiums divers et variés et qui vont être revus par les pairs, quoi. Donc, cette vocation aussi, les remontées d'expression d'intérêt, qu'elles soient individuelles ou collectives, de se dire que bon, de toute façon, si je contribue à quelque chose, ça alimentera, ce sera un exercice qu'on fera après, aussi un appel à projet, donc, dont on aura, on prendra la main pour l'écriture, ce n'est pas quelqu'un qui va nous l'écrire à notre place, et donner des possibilités d'ouverture d'appel à projet ouvert. Oui, d'accord, bien sûr. Je vois qu'Antonello doit partir. Est-ce que tu as levé la main? Tu es déjà parti, Antonello? Ou tu veux conclure quelque chose? Vas-y. Oui, désolé. Non, ma question fondamentale, c'est sur la définition de aussi la tâche 3 et la 4. Non, Antonello, on ne t'entend pas du tout, là. Est-ce que vous m'entendez? Je suis dans... Je ne peux pas parler. J'ai mis ma question dans le chat. Ok, vaut mieux lire le chat alors. Donc, dans le chat, la question, c'est non pas la modélisation des risques multiples dans la sylviculture, mais la modélisation du comportement des gestionnaires forestiers, du marché des produits forestiers et de la production de services écosystémiques en raison des effets des risques multiples. Voilà, donc questionnement sur la place entre tâche 3 ou tâche 4 et 5. Oui, effectivement, c'était un peu acrobatique, Antonello. Merci d'avoir essayé. Ouais, donc, clairement, c'est la question des marchés, la question que d'ailleurs tu avais formulée un petit peu plus avant dans le chat, eh bien, elle est incluse, le risque économique est inclus, le risque sur les prix, sur les marchés, dans les risques pris en compte dans le PC2. Après, s'il y a des composantes effectivement socio-éco à traiter dans la tâche 4, il faudra le faire. Et si on est plutôt sur des solutions, c'est la tâche 5. Mais si c'est de la modélisation, et je sais que vous en faites au bêta en matière de prévision des prix de marché dans la filière bois, c'est tout à fait dans la tâche 3 qu'il faut le faire. Merci Antonello. Alors, Benjamin, tu n'as pas encore pris la parole. Bonjour. Bonjour, merci. Alors moi, j'avais 2 points sur lesquels je voulais réagir. Le premier, peut-être, c'était sur éventuellement les titres des sous-tâches, sur le dépérissement forestier, qui est qualifié de chronique dans la première, et qui s'oppose un peu à celui lié à des chocs dans la seconde. Et en fait, je ne suis pas sûr que chronique ce soit le terme le mieux choisi, parce que les forêts ont des dépérissements chroniques et ont toujours eu des dépérissements chroniques. Le problème actuel, c'est peut-être qu'il y a des dépérissements qui sont amplifiés par le changement climatique ou d'autres aléas, et que les forêts récupèrent moins après ces événements de dépérissement. Donc peut-être, parce que par exemple, si on parle de dépérissement chronique sur les thématiques, sur le facteur de risque adaptation ou de vulnérabilité adaptation locale, par exemple, on a du mal à s'inscrire. Alors que si on parle de dépérissement forestier
liées à une accumulation de stress multi-aléas, sécheresse, chaleur, qui s'amplifie avec le changement climatique, etc. Alors là, on peut s'inscrire franchement, quoi. Ce n'est pas tout à fait la même question. Donc ça, c'était le premier point. Alors, sur ce point, il y a Christophe qui fait une remarque qui suggère accélération des dépérissements chroniques. On a réfléchi aussi à parler d'effets différés de choc, hein, qui peuvent avoir lieu, comme par exemple les sécheresses importantes, dont les effets se répercutent sur plusieurs années, voire dizaines d'années post-choc, et puis répétition de choc aussi. Donc, effectivement, il y a à réfléchir cette articulation-là. Ouais, c'est une bonne remarque. On est preneur d'autres remarques sur cette question-là, mais ouais, amplification aussi. Ouais, il y a quelque chose aussi sur le fait que la résilience est entamée, quoi. Donc, il y a la possibilité de résilience est diminuée, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose à reformuler là. Donc, je n'ai pas la solution là tout de suite, mais bon. Et le deuxième aspect, modélisation. Donc, nous, on a écrit avec Santi et avec toute l'équipe, on a écrit une expression d'intérêt collectif, ce qui fait que c'est un petit peu dilué parce qu'on a des thématiques assez diverses. Et en particulier, je pense que peut-être ce qui ne s'est pas vu, c'est qu'une partie de l'équipe, en tout cas, travaille sur de la modélisation, et c'est de la modélisation plutôt au niveau de l'aire de répartition des espèces et en lien avec l'adaptation des espèces à leur environnement et donc leur sensibilité au changement climatique, etc. Donc c'est un facteur de vulnérabilité, c'est des modèles qui me semblent entrer dans le domaine du multirisque, peut-être sous la forme d'une mesure de vulnérabilité, mais peut-être pas que. Et c'est aussi un point, une modélisation écologique ou éco-évolutive qui permet de passer à l'échelle, ça fait un lien entre l'échelle locale qui pourrait être implémentée dans CAP6, par exemple, d'après ce que j'ai compris, à des modèles à l'échelle de l'aire de répartition des espèces. Donc, et il me semble qu'il y a un lien à faire entre ces types de modèles-là, peut-être. Voilà, je ne sais pas si c'est particulièrement perspicace comme remarque, mais… Moi, j'aime bien. Si, merci beaucoup. Je trouve que c'est 2 points très intéressants, carrément. Et ton second point, est-ce qu'il ne se rapproche pas de la dernière remarque qui est affichée ici sur les aspects finalisés, c'est-à-dire fournir des cartographies, des outils utiles pour le gestionnaire sur la répartition des espèces et la façon de faire évoluer? Ouais, c'est en ça où je pense que les modèles qui sont développés au niveau écologique ou au niveau qui prennent en compte le potentiel adaptatif des espèces peuvent vraiment permettre de… Ce qui est modélisé sur un Living Lab, il va falloir l'étendre à l'aire de répartition d'une espèce ou à des territoires. Et en fait, ce lien-là, il peut peut-être être fait via des modèles comme sont développés dans l'équipe, mais pas que nous, hein, mais… ou sur nos études sur le potentiel adaptatif, où on essaie de généraliser la vulnérabilité des peuplements. Donc nous, on part d'une base on part de la variation génétique hein, comme base souvent, mais ouais, c'est ça. Il y a la notion de cette modélisation. Il faut pouvoir se faire un changement d'échelle avec, quoi, peut-être. Ouais. La spatialiser, quoi, parfois. D'ailleurs, je pense qu'il y a en fait, la manière dont je le comprends un peu, c'est qu'il y a des modèles type CAP6 qui sont relativement avancés sur le fonctionnement forestier ou à l'échelle de la parcelle. Et ensuite, il y a eu pas mal d'expressions d'intérêt qui étaient sur une espèce de spatialisation des risques et des vulnérabilités, qui font appel en général à des communautés qui sont un tout petit peu différentes, mais qui ont quand même, il me semble, en tout cas en ce qui concerne le fonctionnement forestier, un langage commun. Ça ne devrait pas être les plus durs à rapprocher. D'ailleurs, elles le sont déjà en partie, quoi. Et donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Bon, merci de m'avoir écouté. Merci. Emeline, tu souhaiterais intervenir? Oui, moi, je voulais justement rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est que, en effet, le but, c'est pas de ce que je comprends, c'est pas d'avoir un modèle, mais bien plusieurs modèles, parce que chaque modèle répond à différentes questions. Et du coup, est-ce que ce serait possible, est-ce que c'est intéressant de peut-être faire un tableau récapitulatif des différentes approches qui peuvent être
prise avec les réponses auxquelles elles peuvent répondre et ainsi qu'aux échelles spatiales et temporelles, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent aux mêmes échelles que moi, mais comme ça, là, dans la discussion, j'ai un peu du mal à les cibler. Donc, peut-être que juste un tableau récapitulatif où chacun peut renseigner en quelques mots mon outil permet de répondre à ce type de questions et de se baser à cette échelle-là et potentiellement descendre et les données que j'aurais besoin seraient ça permettrait peut-être plus, enfin en tout cas moi, ça me permettrait plus de voir la globalité des expressions qui sont proposées. Et du coup, de me cadrer un peu plus avec des personnes qu'il faudrait que je contacte. Un peu un travail que tu as entamé, Johannes, quelque part. Bah, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'est une très bonne idée et que ça pourrait être aussi le prolongement du tableau que tout le monde a commencé à remplir. Tu sais, qu'on évoquait ce matin, Eric, là où on devait mettre la tâche prioritaire de notre expression d'intention. Un peu de la même manière, chaque porteur pourrait peut-être faire l'effort voilà, de faire cette description-là. Ça me paraît une très bonne idée personnellement. Et du coup, ça pourrait aussi rejoindre les aspects finalisés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en sortir de l'outil qui est proposé, quoi. Est-ce que c'est une cartographie? Est-ce que c'est juste des recommandations? Justement, est-ce que ça reste dans le domaine du scientifique ou si ça va plus loin au gestionnaire, quoi? Donc, la proposition, elle pourrait se concrétiser par le rajout de 2-3 colonnes au récap dont vous disposez en partagé avec ces questions-là, de sorte que les communautés se reconnaissent plus facilement sans avoir à relire le détail de toutes les propositions ou de téléphoner à tel ou tel partenaire. Ce qui pourrait être fait dans un deuxième temps. Claudine, bonjour, tu n'es pas encore intervenue? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord. Alors en fait, j'ai par rapport au... Moi, je vous remercie en fait pour la présentation introductive, parce que c'était... j'ai trouvé ça très, très éclairant, très utile. Et puis, en fait, sur les sous-tâches, moi, je trouve que, en tous les cas, d'un point de vue un peu de cadre par rapport à un regard gestion, je trouve ça lisible. J'avais une remarque, alors qui est peut-être pas trop mature ou qui sera peut-être pas bien explicitée, mais est-ce que la première sous-tâche, alors on a discuté sur prédire versus les aspects d'amplification en fait des problèmes de dépérissement. Mais donc là, le mot-clé, c'est dépérissement. Et est-ce que derrière les dépérissements, c'est plutôt l'identification de points de bascule avec des cascades sous l'effet de cascades de risques multiples, plutôt que parce que le terme dépérissement, il est très fort. Je dirais que le dépérissement, voilà, on est dans la première ligne, je comprends qu'on est franchement, c'est massif et c'est en crise, quoi. Et on veut identifier les zones en crise. Mais je pense quand même que, bon, même si on sait que le futur n'est pas très joyeux, on espère quand même qu'il restera des peuplements qui seront aussi sous risques multiples, mais sur lesquels on arrivera encore un peu à faire de la gestion. Je voulais juste réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que, mais voilà, c'est une réflexion simplement par rapport à cette première ligne qui fait un prisme, alors dépérissement qui est, c'est logique, hein, mais mais tu vois, Claudine, c'est important ce que tu dis là parce que justement, c'est un petit peu un marqueur qu'on souhaiterait avoir dans une démarche risque, de ne pas être sur un travail finalement assez classique en relation station-production, avec de la maladaptation, avec des stress et des contraintes qui aboutissent à du malaise forestier. Mais derrière, il faut qu'il y ait, pour qu'on parle de risque, il faut qu'il y ait des dommages potentiels, des enjeux, et que ce soit significatif. Donc, c'est un petit peu volontaire que d'aller vers ce mot dépérissement, d'autant plus qu'il est vraiment apparu dans beaucoup de propositions comme un mot-clé qui semble important. Et on n'est pas seulement sur du stress.
Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, donc je comprends effectivement du coup que ce terme dépérissement, il est finalement logique par rapport à cet aspect multirisque. Donc Voilà, tout à fait. Ouais. voilà. On Donc ça, on veut traiter, on veut se coltiner à ces questions vraiment importantes qui peuvent déboucher sur des catastrophes forestières. Il faut les anticiper et on se retrousse les manches pour ça, pas simplement pour faire de la gestion classique sous stress hydrique comme on l'a connu en milieu méditerranéen, comme des problèmes de cycle de nutriments comme on le connaît dans toutes les stations forestières, des pertes de fertilité. On va plus loin. D'accord, mais donc du coup, on est quand même sur alors j'utilise un terme un peu fort, c'est derrière le terme dépérissement, on a quelque part une notion d'effondrement à une échelle. Alors, quand tu disais basculement, en c'est fait, vrai. le dépérissement, voilà, pour nous, on peut avoir des choses un peu on n'est pas sur le fond. de ponctuer, et puis le dépérissement, nous, quand on en parle aujourd'hui, c'est voilà, c'est la crise, quoi. Ça peut déboucher sur la crise, intéresser de l'anticiper et de trouver des solutions pour mettre des parades. On n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à l'effondrement. Là, c'est limite trop tard. Donc, on est là pour éviter l'effondrement, oui. Ouais. Ok. Et par exemple, pour reboucler quand même sur l'aspect lien dépérissement et par exemple risque naturel incendie, c'est-à-dire on serait sur quelle sous-tâche, par exemple, en termes de risques multiples? C'est-à-dire, là, par exemple, c'était un peu la proposition de mettre dans les chocs, les tempêtes, les incendies, qui sont des événements très ponctuels dans le temps et qui aboutissent à beaucoup de dégâts, comparativement à des événements qui se diluent sur plusieurs années, qui s'étalent comme… Alors, et après, on se pose la question pour le biotique, hein, tout à l'heure, on l'a vu, est-ce que l'avancée de la calarose, dont on connaît la vitesse d'avancement et le pouvoir destructeur, c'est un choc. C'est certainement au niveau local quand le front arrive sur la zone. Est-ce que c'est chronique parce qu'il faut 50 ans pour traverser la France? Voilà, c'est des questions que je pose aux spécialistes. Moi, je ne sais pas répondre. Ok. Alors, voilà un qui lève le bras. Benoît. Alors, tu avais une autre question, Claudine? Ouais, en fait, c'est plutôt pas un commentaire, une information. Et du coup, c'est pour partager et voir si c'est une bonne méthode aussi de notre côté. Parce que donc, effectivement, on n'est pas nombreux, mais on a fait une compilation en fait de l'ensemble des fiches de tous les PC. On essaye de le boucler là. Et en fait, juste en observation, ce qu'on voit, c'est que ONF, on est indistinctement, ça dépend des fiches, mais soit on est bien identifié ONF RDI, donc potentiellement comme on va dire partenaire en termes de collaboration, ou ONF porteur d'enjeux. Je le mentionne en disant que ça serait intéressant en tous les cas quand il y a les expressions de fiches. Nous, on refait la lecture parce que on se dit effectivement qu'on va vouloir au moins sur des fiches qui sont qui font vraiment sens pour nous, qui croisent avec nos stratégies là, prendre contact avec les laboratoires si ça n'a pas été déjà fait, parce qu'il y a déjà des fiches ou même qui ont fait l'objet d'échanges. Mais dans la rédaction, il y a l'ONF porteur d'enjeux et il y a l'ONF RDI. Voilà, donc c'était juste une observation. D'accord, c'est bien noté. Vous êtes partenaire aussi potentiellement proposant, hein, pas seulement accompagnant des collectifs de recherche, donc n'hésitez pas à prendre toute votre place. Hein. Oui, merci. Dans la limite de vos possibilités, je comprends bien. Oui, c'est ça. On n'est pas nombreux. Alors, merci Claudine. Je ne sais pas si Benoît, tu voulais réagir sur la notion choc chronique, puisque tu es bien placé pour avoir une opinion là-dessus, ou si c'était un autre sujet que tu voulais aborder. Moi, je voulais juste revenir sur les aspects. Moi, je pense qu'effectivement, les dépérissements, c'est pas vraiment dans un cadre multirisque, puisque de toute façon, un dépérissement, c'est multirisque, hein, c'est multiple, c'est des trucs compliqués. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est l'aspect un peu évolution, puisque en gros, ce qui est la question dans les dépérissements, c'est est-ce que c'est des basculements d'écosystèmes ou est-ce que il y a de la résilience, quoi. Donc, je mettrais, c'est vraiment dans le cadre du changement climatique que c'est une question assez aiguë. Après, moi, je mettrais plutôt les parasites dans les dépérissements. Je dois avouer que même la calarose, ça traverse la France, ça vaut la traverser en 10 ans, 10-12 ans. Bon.
ça reste finalement un truc qui est relativement étalé dans le temps quand on regarde localement, quoi. Je ne sais pas si on peut mettre ça dans un aléa choc. Voilà. D'accord. Et tu en vois des aléas chocs dans le domaine du biotique? Dans tes domaines, en tout cas. Certains pourraient dire que la crise colite dans le nord-est, où il y a un tiers des épicéas qui meurent en quelques années, c'est un choc. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très fructueux de le voir dans ce cas-là, hein. Bon, ben, on vous laisse réfléchir là-dessus. Oui, on pourrait y réfléchir, mais on pourrait après imaginer que effectivement, les invasions, ça crée des invasions multiples, hein. Moi, je vois dans les milieux alluviaux où je travaille, finalement, il y a de la calarose, d'accord, mais elle n'aurait pas le même effet s'il n'y avait pas eu la graphiose avant, quoi. Donc, effectivement, ça fait des chocs répétés. D'accord. Donc, des pertes de résilience progressive. Hein. Alors, François, tu voulais reprendre la parole? Il y a Jean-Luc aussi. Oui, alors un commentaire juste par rapport aux différentes sous-tâches. Là, bon, je trouve que cette architecture est très bien. La seule petite réserve que j'ai, c'est que finalement, la possibilité d'étudier en fait l'impact des dépérissements sur les chocs, je ne sais plus trop où on la traite du coup. Et typiquement les conséquences d'un dépérissement forestier sur un méga feu derrière. Et après, mon autre point sur lequel je voulais revenir, c'était le point qui avait été abordé précédemment là sur comment on mettait en lien les différents modèles les uns avec les autres. Et je pense que là-dessus, ça serait intéressant de se rapprocher de la communauté des informaticiens d'INRAE, et notamment les CATI, parce que pour avoir suivi un peu ces travaux à une époque, il y avait pas mal de discussions autour de l'interopérabilité des plateformes et des modèles, et c'est comme ça que les informaticiens voient les choses. Et donc, il ne faut pas ignorer cet aspect-là, même si évidemment le PEPR il a des dimensions scientifiques et que c'est la science qui doit guider, mais peut-être d'intégrer un petit peu ce vocabulaire-là et puis d'avoir des personnes qui soient peut-être un peu compétentes aussi au niveau informatique pour voir comment ces problèmes d'interaction entre modèles peuvent être gérés. Ouais, merci François pour cette remarque. Il y a un lien en tout cas dans ce que tu dis avec une autre partie du PEPR qui est le PC dédié aux données, piloté par pour le moins Christian Pichot et une collègue du CIRAD. Et il faudra effectivement reboucler avec eux pour voir ce qui est, disons, transversal au niveau du PEPR que pourrait récupérer le PC2. Et peut-être sur la... Excuse-moi Eric, pardon. Ouais, vas-y. Non, je sais pas, sur le deuxième point de François, je me dis, c'est vrai que en fait, c'est donc les boucles de rétroaction, c'est-à-dire les effets en cascade. Donc là, on parle un peu peut-être des multi-aléas, donc la manière dont les multi-aléas s'orchestrent pour et en fait déterminent en partie le risque. Je me disais, on a peut-être une composante temporelle, c'est-à-dire on a parlé de perte de résilience progressive à la place de dépérissement chronique là tout à l'heure, et là on parle encore du fait qu'effectivement s'il y a un dépérissement, ça va conditionner évidemment l'impact d'un nouveau risque qui arriverait par là-dessus, comme un feu, etc. Donc pour moi, c'est dans le point 4, là, appréhender les régimes de risques multiples et les boucles de rétroaction avec la forêt. Mais peut-être qu'en fait, ça recoupe partiellement ce qu'on pensait mettre dans dépérissement forestier chronique, par exemple, et que ça mériterait d'être un petit peu redivisé suivant des termes qui soient plus liés, par exemple, à la perte de résilience progressive ou les boucles de rétroaction, et pas considérer ça uniquement sur un temps très long comme l'échelle de la paléoécologie, mais carrément s'approprier ce cadre-là pour des choses qui arrivent en quelques décennies, quoi, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu ce qui se passe quand même, quoi. Oui, et clairement, là, sur la problématique scolite et feu en Amérique du Nord, c'est exactement ce que tu décris là. Et donc, du coup, ça ne va pas complètement dans le 4 avec cette histoire de temps long. Et effectivement, ça peut être inclus dans le 1, mais du coup, ça veut dire qu'il y aurait quand même des aléas chocs dans le 1. Ok, ouais. J'ai dit paléoécologie, je vois Bérangère qui gesticule.
Oui, mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait Jean-Luc Dupuis qui voulait parler avant, mais en fait, je vais juste corriger très rapidement. C'est pas parce qu'on fait du temps long qu'on ne sait pas faire de temps court, en fait. On fait de l'avant-après et on en fait très bien. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que justement, on a des perturbations et on va pouvoir aller voir l'état de référence pré-perturbation et la réponse post, et on va pouvoir faire des cumuls de réponses. Et on peut aussi faire des changements de régime avec des réponses différenciées par type de régime. Donc, on est à la fois à du temps long et à la fois à du temps court au final. Mais ça, on l'a reprécisé dans notre lettre d'intention, justement. Mais je pense que sur la temporalité, effectivement, on n'entend pas forcément de la même manière. Mais en tout cas, de notre côté, qui peut faire long peut faire court. donc, euh, donc voilà, ne nous rabattez pas à ça. Et du coup, je garde ma main levée pour après Jean-Luc. Ok. Désolé, Jean-Luc. Oui, oui. Oui, je reviens juste sur cette séparation-là en dépérissement d'un côté et aléa choc de l'autre, pour un peu compléter. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'interroge, cette séparation. Par exemple, un aléa choc, bon, bien sûr, c'est réduit dans le temps pour ce qui est d'aléa, mais par contre, les conséquences, elles sont sur du long terme. Donc, la séparation, elle n'est pas forcément si évidente que ça. Ensuite, j'ai peur que du coup, en séparant, bon, François l'a déjà évoqué, il y a des choses qu'on va avoir du mal à positionner dans l'un ou dans l'autre, où il va nous manquer quelque chose quand on va vouloir travailler sur les effets des dépérissements, sur certains aléas qui arriveraient en cascade, comme les incendies ou d'autres. Donc, je ne suis pas complètement convaincu, là, pour l'instant, de l'intérêt de la pertinence de cette séparation. Et je me demande, en fait, pourquoi, à l'origine, vous avez souhaité faire cette séparation, en fait. À l'origine, on a eu beaucoup de propositions autour du dépérissement, qui est quelque chose de très multifactoriel et qui peut s'apparenter à du multistress finalement. Et bon, on ne pensait pas embarquer le multistress qui n'aboutirait pas à de la mortalité, justement pour les raisons pour lesquelles on discutait tout à l'heure avec Claudine, parce qu'il ne s'agit pas de traiter dans le multirisque des simples questions d'erreurs sylvicoles sur la maladaptation de certaines espèces à certaines stations. On est bien au-delà, on est sur des phénomènes qui sont dommageables. Alors, le dépérissement s'en est un clairement. Par contre, l'origine du dépérissement, il est difficilement cernable, il est plutôt multirisque et multistress. Et c'est cet aspect temps long mais pas à l'échelle évolutive, hein, à l'échelle de quelques années, quelques décennies, qu'on aurait pu catégoriser de cette manière. Mais c'est pas gravé dans le marbre, hein. La discussion, elle est ouverte. Effectivement, vos remarques sont bonnes. Il ne faut pas que faisant ce type de catégorisation, on se lie les mains et on ne puisse pas embarquer tous les cas de figure qui nous intéressent. Finalement, c'est plus les causes ou la nature des causes que la temporalité qui conduit un peu à cette séparation quelque part. On a une cause facilement identifiable dans certains cas, un incendie, même si après les causes de l'incendie, elles ne sont pas toujours bien identifiables, on les connaît quand même. La tempête aussi, et dans un autre cas, on ne les connaît pas. On est plus sur la cause que sur la temporalité finalement. Oui, mais ce que tu appelles la cause, c'est quoi? C'est finalement l'aléa, c'est le danger. Comment tu définis un aléa dans le cadre de dépérissement? Parce qu'on est quand même sur ce système de composante du risque. Si c'est simplement de la forte vulnérabilité à plein de choses et sans qu'il y ait d'aléas particuliers, est-ce qu'on est encore dans un risque? Forte vulnérabilité, faible aléa, mais on est quand même dans un risque, oui. Enfin, voilà, alors il faut définir ce faible aléa. Oui. Bérangère Reguen. Ouais, désolée, j'ai l'impression de beaucoup parler, mais du coup, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées plein de fois. Nous, quelle est la différence entre une perturbation et un stress? À partir de quand on peut dire que c'est un stress ou une perturbation? Sur le climat, est-ce que la sécheresse, du coup, c'est une perturbation? À quelle échelle il faut que ce soit mis, etc. Et en fait,
On est beaucoup sur de la réponse basale moyenne avec des extrêmes qu'on considère au-dessus de déviations standards, en gros, mais parce qu'on a la possibilité d'avoir beaucoup de données, donc de faire sur du temps long et des grandes tendances et des trajectoires. Après, c'est vraiment une question qu'on s'est posée aussi quand on a fait la lettre d'intention, où en fait, le mot perturbation revenait assez régulièrement dans nos bouches, mais pas tellement le mot risque, justement. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans, est-ce que la perturbation, il faut l'affilier à un risque ou pas, est-ce qu'on peut vraiment faire du risque? Enfin, vraiment, je pense là, le vocabulaire, il est effectivement important, mais comme vous le soulignez tous, il ne faut pas qu'il soit dommageable pour voilà, avoir toutes les propositions utiles appliquées, quoi. C'est vrai qu'au final, on utilise beaucoup plus le terme de perturbation parce qu'il est défini comme voilà, quelque chose qui cause de la mortalité et qui est discret dans le temps et surtout imprévisible. Après, est-ce que c'est une définition qui pourrait un peu plus vous aller que chronique versus choc? C'est franchement de la sémantique qui existe depuis très longtemps et où il n'y a pas vraiment de trucs tranchés au final, quoi. Après, les événements extrêmes, par contre, on les définit encore différemment. J'ai entendu notamment François parler de méga-feu. Clairement, c'est encore une autre catégorie, quoi. Donc, est-ce que finalement, je ne sais pas. J'ai l'impression de ne pas du tout amener une réponse au débat, mais plus de mettre encore plus de confusion. Mais c'est vrai que c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Est-ce que le terme imprévisible, prévisible ou extrême versus non extrême, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez ou dans lesquelles les gens se reconnaissent plus dans ce qu'ils ont mis comme intention? Je ne sais pas trop. On n'est pas obligé de figer non plus la sémantique, on peut rester flou et on navigue peut-être mieux dans ce cas-là en disant qu'on veut prédire les dépérissements forestiers, point, quoi, dans un cas de multirisque. Et on laisse la créativité voilà, s'exprimer dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on a une tâche 1 qui est chargée de faire avancer sur ces questions de terminologie, concepts, rapprochement entre communauté, écologie des perturbations, communauté risque et formalisation de tout ça. Donc, par exemple, il est clair qu'il ne me semble pas que dans l'écologie des perturbations, la notion de vulnérabilité elle soit très forte, parce que finalement, on parle plutôt d'aléas et d'enjeux, mais pas tellement de vulnérabilité. Mais bon, c'est discutable. J. Sainte-Marie, c'est Julien? Désolé. Oui, c'est Julien. Ouais, désolé, Julien. Pas de souci. Oui, donc je suppose que c'est pour me donner la parole. Ouais, oui, tout à fait. J'ai une question parce que je nage un peu avec le cadre conceptuel multirisque. Et en fait, est-ce que aléa sous-entend aléatoire? Puisqu'on parlait, enfin, je rebondis en fait sur la dernière remarque de Bérangère qui parlait de perturbation pas prévisible. Et du coup, je me dis, est-ce qu'un aléa, c'est aléatoire? Parce que moi, si on se pose la question de l'évolution des développements forestiers en gestion, comment dire, une coupe ou une intervention sylvicole est une intervention, c'est une perturbation, mais ce n'est pas aléatoire. Donc, est-ce que c'est des choses qu'il faut, voilà, comment est-ce qu'on, pour moi, dans mon esprit, je me dis, bon, c'est quand même un aléa dans le sens où on soumet l'écosystème à une déviation par rapport à une libre évolution, mais c'est pas aléatoire. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un problème et que de compréhension en disant que aléa implique aléatoire ou pas, en fait? Est-ce que quelqu'un peut me répondre en fait, sur ce point, me clarifier? Je ne sais pas si Eric veut faire une réponse. On s'est vu ce matin et on a un peu discuté justement de ces aspects-là, en particulier parce que en fait, dans les déclarations d'intention, il y en a au moins 2 là, que j'évoquais, dans lesquelles les collègues ont, enfin, en tout cas dans notre compréhension de la manière dont ils ont présenté leur travail, ils présentaient la coupe intensive en particulier comme un aléa. Et donc, ils faisaient
comment dire, ils utilisaient le vocabulaire du risque pour un petit peu expliquer qu'ils allaient ensuite placer cet aléa-là parmi d'autres et évaluer l'impact de cet aléa dans un cadre de multirisque sur la biodiversité, le tassement du sol, la fertilité des sols, etc. Et en fait, on se demandait un petit peu si c'était pas plutôt un facteur. Je vois qu'il y avait aussi un message dans ce sens-là, un petit peu, je crois, de Christophe. C'est-à-dire, quelque part, parfois, la gestion conduit à modifier la vulnérabilité peut-être de l'écosystème forestier ou du socio-écosystème vis-à-vis des aléas naturels, pour le coup. Et donc, on s'était un petit peu posé la question de comment catégoriser ça et comment le présenter. Et on avait fini par, pour le moment, alors je ne crois pas que les collègues en question soient présents dans la discussion d'aujourd'hui, mais on avait décidé un petit peu de suivre voilà, leur mouvement premier et de le présenter de la manière la plus fidèle possible pour le moment, pour essayer de le discuter comme ça avec tout le monde. Mais à mon avis, c'est certainement des clarifications qui vont être très importantes à faire, peut-être dans la tâche 1 d'ailleurs. Je ne sais pas si tu veux compléter, Eric. Mais je pense que clairement, dans pas mal de risques, l'aléa a un caractère stochastique, mais on peut avoir une vision large en prenant aussi des aléas programmés, du moment qu'ils sont dommageables et que du coup, on peut enchaîner assez facilement sur une évaluation de risque et sur des mesures de gestion de ces risques. C'est quand même intéressant de ne pas les exclure pour justement aller vers l'atténuation, la gestion des risques qu'on peut faire derrière et qui permet de bien distinguer sur quoi on met les parades. Est-ce qu'on met les parades sur augmenter la résistance, augmenter la résilience? Est-ce qu'on met les parades sur moins exposer les enjeux? Est-ce qu'on met les parades sur une atténuation de l'aléa non aléatoire? Voilà. C'est-à-dire modalité, par exemple, de travaux sylvicoles qui soient moins impactants. C'est quand même intéressant, je pense, donc on va garder tout ça. Ok, merci. Pardon, je me permets de redemander une précision. D'un coup, je me demande si tout le monde se met à l'échelle de la communauté forestière, en fait, ou si on est plutôt à l'échelle des individus, d'une espèce, d'un assemblage d'espèces, ou tout en même temps. Nous, on a eu des propositions qui allaient de l'arbre individuel jusqu'à la communauté forestière, incluant l'homme, réellement le socio-écosystème. Donc, c'est assez large dans ce qu'on a reçu. Oui, Okay. La forêt, c'est pas que des arbres. Non, ça, bien sûr. Mais du coup, je me suis posé la question, parce que peut-être aussi ces définitions changent en fonction de l'échelle à laquelle on se place en termes de réponse sur la végétation, quoi. Voilà. Oui, alors j'avais répondu tout au début à Antonello qui posait la question des échelles. Il allait jusqu'aux échelles européennes, internationales. On peut prendre en compte des territoires importants, mais avant tout sur la France, sur la France, c'est un projet avec financement français. Donc, si on veut aller sur des échelles plus larges, il faudra des cofinancements et des collaborations d'équipes qui pourront pas être étrangères, qui ne pourront pas être financées par le PEPR, mais qui pourront l'être quand même dans le cadre de cofinancement. Donc, finalement, on a pas mal de souplesse et de possibilités. Oui, mais on peut être à une échelle européenne et être quand même sur du monospécifique, tu vois. Donc, tout à fait. Ouais, pour ça, d'un coup, j'ai eu un bug. Ok. Alors, je pense qu'on a pas mal passé en revue les différents points de discussion. Johannes, finalement, au fil des discussions, on a abordé un peu tous ces sujets qu'on avait mis en avant. Ouais. Oui, je pense que ce serait intéressant de se focaliser là un peu sur les plateformes de modélisation qui sont disponibles, sur lesquelles vous travaillez actuellement, voir celles qui sont en train d'être couplées et aussi de dire si on investit sur telle ou telle plateforme, c'est pour quel objectif, quoi. Alors, pourquoi CAP6? Peut-être qu'il y a un intérêt parce qu'on est à l'échelle d'un peuplement et que ça se modélise bien. Il y a déjà des
des modèles ou des modules qui sont préimplémentés. Et si on veut passer à l'échelle d'un paysage ou d'un massif, voire d'un continent, eh ben, il y a peut-être d'autres modèles qui sont plus pertinents. Je suis tout à fait d'accord. Je me demandais si ça pourrait pas faire partie du petit exercice qu'on avait évoqué un petit peu avant là sur le tableau avec les différents modèles. Une fois qu'on a précisé l'échelle spatio-temporelle, les questions principales, etc., les aléas, peut-être qu'on pourrait aussi indiquer s'il y a, il y a une plateforme qu'on utilise déjà ou qui paraît complètement naturelle pour un éventuel couplage. Et d'ailleurs, indiquer aussi si on a une volonté ou si on a déjà identifié certains couplages qui pourraient être intéressants. Et comme ça, on pourra peut-être faire des clusters. Et ensuite, en fait, la comparaison de modèles n'a pas besoin d'une plateforme commune, quoi. Donc, il y a certaines fois, travailler autour d'une plateforme, ça va être intéressant parce qu'on a des différentes briques et que ça va se faire assez naturellement, comme le cas de Capsys, j'imagine. Et il y en a certainement d'autres. Mais du coup, ouais, voilà. Du coup, Johannes, tu peux compléter ces colonnes. Là, je suis en train de les compléter, mais peut-être qu'il faut mieux les formaliser. J'en ai rajouté finalement 5 au total. Carrément, je fais un essai. Ouais, comme ça, chacun peut contribuer. On peut faire un message dans ce sens-là. Donc là, Christophe, tu étais en train de le compléter sur le récap Oui, partagé. ouais, j'étais sur le fichier partagé. Ouais. D'accord. En colonne M à Q, j'avais commencé à compléter ça. Ce que tu as surligné en jaune, ouais. Mm. D'accord. Donc, on va consolider ça et vous le proposer avec un envoi de message avec lien pour que tout le monde puisse se retrouver ou intervenir. Sur le calendrier, d'ici fin juin, on n'a pas prévu de nouvelles interactions du groupe de travail tâche 3 modélisation. On va déjà s'investir sur les différents groupes de travail avec les webinaires jusqu'à la fin du mois. Et ce sera plutôt à la rentrée qu'on reprendra le travail pour consolider cet aspect modélisation. Donc, entre-temps, tout ce qui se fera au travers des plateformes collaboratives ou des échanges en numérique, ou alors en sous-groupe que vous voudrez bien prendre l'initiative d'animer, vous, avec vos partenariats proches, comme ça a déjà été initié, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Voilà, donc on annoncera le calendrier des futures rencontres en début d'été, certainement, avant de conclure la saison et de reprendre fin août, début septembre. C'est bien ça, Christophe, sur le calendrier? Excuse-moi, j'étais en train de répondre à Guillaume et je n'ai pas écouté. J'étais en train de dire qu'on n'avait pas de webinaire de planifier au-delà de ceux qui le sont déjà, hein, jusqu'à la fin juin. Donc, finalement, la nouvelle série de webinaires, par exemple celui qui pourrait être destiné à faire une réunion numéro 2 de la tâche d'aujourd'hui, ce ne sera pas avant septembre. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut prendre du temps, il faut laisser décanter aussi. Donc, il y a plein d'analyses à faire et plein de réflexions et de partage aussi entre les PC, ce qu'on va faire en juillet. Ensuite, on fout la paix à tout le monde, hein, parce que juillet et août, on a d'autres choses à faire. Voilà. Et on reprend en septembre. Et effectivement, on va commencer l'exercice d'écriture à l'automne, mais ça peut démarrer par des sessions de travail. Alors, hélas, on n'a pas encore de financement, hein, donc on finance ça, on autofinance tout ça par nos propres fonds, mais pourquoi pas prévoir des ateliers de travail, même en présentiel, quoi. Bon, ça se fait quand même pas mal avec un petit groupe d'une vingtaine de personnes en distanciel, mais s'il faut, pour écrire après, voilà, des fois c'est plus pertinent, en tout cas pour les porteurs des PC et puis des tâches, voire des sous-tâches, ce sera peut-être utile de se réunir. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent intervenir avant qu'on clôt la réunion? Johannes, je te laisse peut-être le mot de la fin. C'est bon? Ok, alors je
voudrais vous remercier tous. C'est un mot très succinct. Et puis, je pense que du coup, à la suite, moi, je me charge de faire les colonnes là, dans la suite de Christophe. Et peut-être de faire remonter les points saillants de discussion au groupe là, dans la mailing list qu'on a constituée. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas de derniers commentaires et actions, on arrête là? Allez, merci à toutes et tous.